Comment un slogan aussi simple que « Pourquoi louer quand on peut acheter ?» a déclenché la pire crise mondiale depuis 1929. Personne n'avait réalisé qu'en répétant cette phrase, on allumait la mèche d'une bombe financière qui allait exploser en 2008. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer l'histoire incroyable de la crise financière de 2008 comme jamais. Retournons au début des années 2000. Après l'éclatement de la bulle Internet et les attentats du 11 septembre, l'économie américaine est fragile. Pour la relancer, la Réserve fédérale, la banque centrale américaine, décide d'une mesure radicale. Elle abaisse ses taux d'intérêt jusqu'à les rendre quasi nuls. Concrètement, ça veut dire que l'argent ne coûte plus rien à emprunter. Les banques se mettent alors à prêter massivement et un rêve s'empare de l'Amérique, devenir propriétaire. Le slogan « Pourquoi louer quand on peut acheter ?» devient une véritable obsession nationale. Tout le monde veut sa part du gâteau et la demande pour l'immobilier explose. Pour satisfaire cette demande, les banques vont créer une catégorie de prêts très spéciaux, les subprimes. L'idée, c'est de prêter à des gens qui, normalement, ne pourraient jamais emprunter. On les appelle les emprunteurs à risque. Pire encore, on voit apparaître les prêts ninja, un acronyme qui veut dire No Income, No Job, No Assets. En clair, pas de revenus, pas de travail, pas de patrimoine. Vous pouviez littéralement entrer dans une banque sans aucune garantie et repartir avec un crédit pour acheter une maison. Les banques ne vérifiaient presque plus rien. Le rêve américain n'était plus quelque chose qu'on construisait, mais quelque chose qu'on achetait sur catalogue, à crédit. Avec cet argent facile qui inonde le marché, l'immobilier se transforme en un gigantesque casino. Entre 2004 et 2006, le principe est simple. Acheter, attendre un peu que le prix monte et revendre en faisant un profit énorme. C'est ce qu'on appelle le flipping. Tout le monde s'y met, des serveurs, des étudiants, des chauffeurs de taxi, des gens qui n'avaient aucune intention de vivre dans ces maisons, les achetaient juste pour les revendre quelques mois plus tard. Cette spéculation massive crée une bulle immobilière gigantesque. Les prix des maisons grimpent en flèche, déconnectés de toute réalité économique. Ils ne montent plus parce que les maisons valent plus, mais simplement parce que tout le monde croit qu'ils vont continuer à monter. Pendant que l'Amérique s'enivre de cette frénésie immobilière, à Wall Street, des génies de la finance préparent une recette toxique. Que faire de tous ces millions de prêts risqués, les subprimes ? L'idée est simple. On va les prendre, les découper en petits morceaux, les mélanger avec d'autres prêts plus sûrs et les emballer dans un nouveau produit financier. Ça s'appelle un Mortgage-Backed Security, ou MBS. C'est comme faire une énorme salade de fruits avec quelques fruits pourris, en espérant que personne ne s'en rende compte. Et pour que ça se vende, il faut une étiquette qui dit « qualité supérieure ». C'est là que les agences de notation entrent en jeu. Payées par les banques elles-mêmes, elles vont attribuer la meilleure note possible, OAPTRA, à ces produits financiers pourtant remplis de dettes toxiques. La pourriture était cachée sous un emballage doré et le monde entier s'est mis à acheter ces bombes à retardement. Mais dans ce climat d'euphorie générale, quelques rares visionnaires commencent par sentir que quelque chose ne tourne pas rond. Des gens comme Michael Burry, un gérant de fonds d'investissement, se plongent dans les milliers de pages de données des prêts subprimes. Et ce qu'il découvre est terrifiant. Ces prêts sont une catastrophe en attente. Il réalise que la bulle immobilière est sur le point d'exploser. Alors il décide de faire quelque chose d'impensable. Parier contre le marché immobilier américain. Ils vont voir les grandes banques de Wall Street et leur proposent un contrat d'assurance contre l'effondrement de ces produits. Ça s'appelle un Credit Default Swap ou CDS. En gros, ils paient une prime chaque mois et si le marché s'effondre, les banques devront leur verser des milliards. Les banques, persuadées que le marché immobilier ne peut pas baisser, acceptent avec le sourire. Pour elles, c'est de l'argent facile. Le premier domino tombe en 2007. Les taux d'intérêt des prêts subprimes, qui étaient très bas au début, commencent à augmenter comme prévu dans les contrats. Soudain, des millions d'Américains ne peuvent plus rembourser leur mensualité. Les défauts de paiement explosent. Les gens abandonnent leur maison et le marché est inondé de propriétés à vendre. C'est la panique. L'offre dépasse massivement la demande et la valeur des maisons s'effondre. Par conséquent,
Les fameux produits financiers de Wall Street, les MBS, qui étaient basés sur la valeur de ces maisons, ne valent plus rien. La salade de fruits toxiques commence à sentir très mauvais, et personne ne veut plus y toucher. Le coup de grâce arrive le 15 septembre 2008. Lehman Brothers, une des plus grandes banques d'investissement au monde, avec 158 ans d'histoire, annonce sa faillite. En 24 heures, 600 milliards de dollars de valeur s'évaporent. C'est le choc, la panique totale sur les marchés mondiaux. Plus personne ne fait confiance à personne. Les banques arrêtent de se prêter de l'argent entre elles. Le crédit, qui est le sang de l'économie, se fige complètement. Les entreprises ne peuvent plus emprunter pour payer leurs salariés, les gens ne peuvent plus emprunter pour acheter une voiture, l'économie mondiale est au bord du gouffre. Face à un effondrement imminent de tout le système financier, le gouvernement américain lance une opération de sauvetage historique, le plan TARP. Il injecte 700 milliards de dollars d'argent public pour sauver les banques trop grosses pour faire faillite, comme on dit. Il nationalise AIG, le plus grand assureur du monde, qui avait vendu toutes ses assurances toxiques. La Réserve fédérale se met à imprimer de l'argent à une échelle jamais vue, une politique qu'on appelle le quantitative easing. L'objectif est simple, inonder le système de liquidité pour empêcher une dépression mondiale comme celle de 1929. C'est une intervention massive de l'État pour sauver le capitalisme de lui-même. Mais ce sauvetage a un coût humain et social immense. La crise a détruit 8 millions d'emplois rien qu'aux États-Unis. Plus de 4 millions de familles ont perdu leur maison, saisies par les banques. Au total, on estime que 19 000 milliards de dollars de richesses privées ont été effacés de la surface du globe. Et le pire dans tout ça, l'injustice. Alors que des millions de gens ont tout perdu, quasiment aucune grande figure de Wall Street, aucun des architectes de cette catastrophe n'a fini en prison. Les banques ont été sauvées, les bonus ont continué à être versés et la facture a été payée par le contribuable. Alors, la grande question, est-ce que ça pourrait arriver à nouveau ? La réponse est probablement oui. Même si de nouvelles régulations ont été mises en place, les ingrédients de base de la crise sont toujours là. L'avidité insatiable de la finance, la recherche du profit à court terme, et surtout, cette illusion dangereuse que, cette fois, c'est différent. Le système financier mondial repose sur une chose fragile, la confiance. Et comme on l'a vu en 2008, la confiance peut s'effondrer aussi vite qu'un château de cartes. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez ce format où on raconte les grandes histoires économiques, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle crise ou quelle entreprise je devrais analyser ensuite.